La serveuse au restaurant, c'est son travail, elle vient m'offrir un café. Je dis non. Ben, elle s'en va pas chez elle en broyant, puis elle se sent pas démolie, c'est son travail. Puis elle se dira pas « j'offre plus de café » parce qu'il a dit non. Exact. C'est la même affaire, nous autres. On a des clientes qui se promènent en voiture de luxe puis qui viennent se faire coiffer chez Tornade. Puis on a des étudiants qui mangent du beurre d'arachide à tous les jours qui viennent se faire coiffer à notre salon oblique. Il faut pas juger le portefeuille de nos clients. Si t'es pas occupé à plus que 85%, il y a peut-être une raison, là. Puis augmenter les prix, c'est pas toujours la meilleure des idées. Il y a 10 ans, il y avait 1500 personnes qui allaient faire des cours de coiffure dans les écoles publiques, puis peut-être 400-500 dans les écoles privées. Et en 2022, on me dit qu'il y avait 400 étudiants en coiffure dans les écoles publiques. Il n'y a plus d'endroit pour accueillir la relève. Et en passant, anecdote, là, oui? Je pense que j'ai été le pire élève cette session. Puis Eric, il appelait mes parents toutes les semaines, disait là, Mathieu, ma blonde est en coiffeur aussi. Puis jamais, je m'étais toujours dit que jamais. Parce que genre, je voudrais pas rentrer à la maison puis parler juste de ça puis d'être juste là-dedans. Puis finalement, c'est le plus beau cadeau de la vie parce qu'on se comprend. Donc, guys, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Silence on coupe, épisode extrêmement spécial parce que la personne qu'on va rencontrer aujourd'hui, avec qui on va avoir la chance d'échanger, a eu un impact monstre dans ma vie, dans tout ce qui a découlé un petit peu de mes entreprises, puis là où je suis rendu en grande partie, c'est grâce à lui. Il ne sait peut-être pas à quel point il y a eu cet impact-là dans ma vie, mais c'est monstrueux, je vais toujours m'en rappeler. Comme vous le savez, ce podcast-là a pour but d'aider les gens du milieu de la coiffure, les humains extraordinaires qui se cachent derrière cet univers-là. Qu'on puisse aider 500 personnes ou qu'on puisse en aider une, on va le faire puis on va avoir gagné. Cette personne-là m'a aidé grandement. Il est propriétaire du salon et des salons obliques. Copropriétaire, j'ai des notes parce que je ne veux rien oublier, puis tu as un paquet de projets. Copropriétaire des académies Tornade. Copropriétaire de Aura Distribution. Animateur maintenant du podcast Toujours en tête. C'est un grand leader dans notre domaine. Il est président aussi de l'Association Coiffeur Québec. Stéphane Roy, bienvenue. Merci. J'apprends des choses. Ben écoute, tu sais, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais moi, j'ai une anecdote. Dans le fond, peut-être que même, Kev, tu le sais pas, mais j'ai une anecdote avec toi. En fait, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert avant d'ouvrir le premier salon, oui. Les Barbares, quand j'ai, au tout début, j'ai lu énormément de livres d'entrepreneuriat, beaucoup de trucs sur le leadership. Je suis allé dans des conférences, puis il y a une chose qui revenait de tout ce beau monde-là de l'entrepreneuriat, c'était à dire que peu importe le voyage que tu vas entreprendre comme entrepreneur, essaie de rencontrer quelqu'un qui a fait ce voyage-là avant puis qui l'a réussi. Pour qu'il puisse te donner ses bons coups, pour qu'il puisse te donner ses moins bons coups, pour qu'il puisse te faire sauver du temps. Puis pour moi, à mes yeux, à moi, le voyage que j'allais entreprendre, qui était de devenir entrepreneur, je devais rencontrer pour moi la personne qui, à mes yeux, avait le plus de succès. Qui avait le plus de rayonnement au Québec. Puis pour moi, ça a toujours été toi. Puis quand je t'ai écrit pour te dire « Hey Stéphane, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais ça ouvrir un salon. » Mais tout de suite, tu m'as dit oui. Tu as été généreux. Je suis venu te rencontrer à ton salon. Tu m'as dit ce qui, selon toi, devait être fait, ce qui, selon toi, ne devait pas être fait. Sans me juger, mais tu m'as parlé de mes idées, tu m'as conseillé. Tu as été hyper transparent dans tout ce que tu as fait. Puis la façon que je fonctionne aujourd'hui, encore après presque 9 ans déjà, c'est en grande partie à cause de ton enseignement puis des formations qu'on a eues avec toi. Fait que je veux te remercier pour l'impact que tu as eu. Puis pas juste dans ma vie, mais dans la vie de plein de monde. Tu sais, pendant la pandémie, tu répondais à tout. Je ne sais pas comment tu faisais, mais tu as été cette espèce de grand frère-là, pas juste pour moi, mais pour plein de monde un peu perdu dans notre domaine qui, trop souvent, on manque de références puis de background. Puis même pendant la pandémie, tu as été là pour répondre à tout le monde puis nous aider, nous encadrer. Puis en mon nom, puis au nom de tous ceux que tu as aidés, puis tous les coiffeurs, coiffeuses, barbiers, barbières du domaine, merci
Beaucoup. Ben, merci à toi, c'est touchant. Non, Je mais m'attendais pas à ça, mais... C'est vrai. Tu sais, on en a parlé, puis pour moi, je t'ai vu aller pendant le COVID, puis je voyais, tu sais, comme le petit Mathieu insécure au début, qui était bien stressé d'ouvrir son premier salon, puis je voyais tout le monde pendant la pandémie qui était bien stressé et insécure de perdre ce qui avait tellement travaillé fort pour bâtir, puis tu as été là pour répondre à des questions. Je sais même pas comment tu as fait. Bravo. Puis ça m'amène un peu à mon premier point que je voulais jaser avec toi. Ça a l'air quand même d'être une valeur qui est importante pour toi d'aider puis d'essayer d'emmener cette espèce de structure-là dans le domaine, là, tu sais. Ben oui. Dès le départ, ben moi, premièrement, quand je suis arrivé dans l'industrie de la coiffeuse, c'est pas de quoi que je connaissais beaucoup. C'est vraiment à cause que j'ai rencontré ma femme. Oui, Isabelle. Isabelle qui était coiffeuse. Oui. Sinon, ben je serais sûrement pas dans cette industrie-là. Mais tu avais pris un cours, non? Tu as Ben, pris oui, moi, j'ai fait un bac en administration. Ouais. Puis vers la fin de mes études, c'est là que j'ai rencontré Isabelle. Puis j'étais son client. Puis c'est ça. Fait qu'elle, elle me dit j'aimerais ça acheter un salon ou ouvrir un nouveau. Ah, j'étais son client. J'étais son client. Mais aussi, on avait des amis en commun. OK. Puis là, elle m'a dit j'aimerais ça. Moi, j'ai dit parfait. Puis là, on est devenu un couple. Puis j'ai dit je peux pas me lancer dans une industrie sans vraiment connaître ça. Fait que j'étais allé faire un cours de coiffeur pendant 1 an. Un DEP en coiffeur. Puis ben là, au moins, Puis on a acheté le salon de coiffure 1 semaine avant que je finisse mon cours de coiffeur. On a acheté le salon où Isabelle travaillait. Puis 1 semaine après, j'ai fini mon cours de coiffeur, mais j'ai été assistant pendant 1 an de temps au salon. T'as aimé ça quand même? J'ai adoré ça. Puis moi, j'aime le monde, le contact. Ben oui. Fait que j'ai été assistant 1 an. Après, j'ai été coiffeur un bout de temps. Puis après, on a eu des enfants. Puis comme Isabelle était meilleure coiffeuse que moi, ben c'était plus simple que elle reste coiffeuse, puis que moi, je m'occupe plus de la gestion du salon, puis tout ça. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de coiffer. Mais c'est de quoi que j'aimais. Sauf que c'est de quoi qui me demandait beaucoup d'énergie. Comparativement à Isabelle, à la fin de sa journée, elle a dit on sort dessus, on va-tu là? Moi, à la fin d'une journée de coiffure, j'étais brûlé. Oui, je comprends. Ça te demandait énormément. Là. Oui, tu sais. Puis j'étais. Contrairement à la gestion. Exactement. Tu vas travailler autant, mais tu vas être moins brûlé, tandis qu'Isabelle, quand on fait des journées de meeting, puis elle est brûlée à la fin de la journée. Ça, je comprends. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que dès le départ, ben on a parti le salon, puis j'ai toujours voulu aider les autres parce que moi aussi, j'ai fait comme toi. J'étais allé voir d'autres propriétaires de salons qui avaient une réussite, puis jamais je me suis fait dire non. Tu sais, les gens sont gênés d'aller demander de l'aide. Tu as tellement raison. Ils m'ont toujours dit oui. Je pense que les gens sont, surtout dans notre domaine, on se rend compte à quel point les gens sont fiers de partager leur histoire de succès parce que malheureusement, il y en a peu quand même d'histoires à succès. Fait que je pense que les gens qui en vivent sont fiers de le partager. Puis comme tu dis, il ne faut pas avoir peur. Là. Non, c'est ça. Moi, je les appelais, puis je disais, je me présente, puis j'aurais besoin de tes conseils, puis ça a toujours été oui. J'ai parlé avec Donald Proulx dans le temps. Malade. Des coiffeurs qui avaient 20-25 ans d'avance sur moi. Moi, j'étais nouveau, je connaissais pas ça. Mais tu sais, ce que tu as appliqué, là, avant qu'on continue à en jaser, ce que tu as appliqué comme façon de faire, c'est quand même différent que ce que les anciens faisaient. Là. Oui. Tu as probablement pris le bon puis le pas bon. Tu t'es dit, OK, ça fait du sens, ça fait pas de sens. Voici comment je peux le modifier parce que ta façon de faire est différente de ces gens-là quand même. Tu sais. Oui, parce que dans le fond, aussi, c'est que moi, j'avais fait des formations de gestion. Fait que ouais, c'est ça. Tout devenait plus facile. On était un des premiers salons à être informatisé. Je marchais là, avec l'informatique rapidement pour essayer de sauver du temps. Puis les principes de marketing, de ressources humaines, tout ça, suivre les règles, les lois. À l'époque, il y avait plein de propriétaires qui fonctionnaient avec des façons qui ne suivaient même pas la loi, sans le savoir. Encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était tous des trucs que moi, j'avais cette information-là. Puis, on a parti nos salons. Puis, je veux juste faire, excuse-moi, une petite parenthèse, parce que c'était vraiment cool. Tu sais, quand on parlait de ne pas avoir peur de demander de l'aide, ça peut tellement, guys, vous éviter des problèmes. Puis ça peut tellement vous faire sauver du temps de demander. Puis on est gêné. Puis moi,
Tu sais, j'ai un parallèle à faire avec ça, tu sais. Puis la serveuse au restaurant, c'est son travail. Elle vient m'offrir un café à la fin du repas. Elle me dit, est-ce que tu prendras un café? Je dis non. Ben, elle s'en va pas chez elle en broyant, puis elle se sent pas démolie. C'est son travail de demander, hey, est-ce que tu veux un café? Puis elle se dira pas, j'offre plus de café parce qu'il a dit non. Exact. C'est la même affaire, nous autres. En tant qu'entrepreneur, en tant que coiffeur, en tant que barbier, barbière, peu importe, notre job, c'est de demander de l'aide. Ça fait partie de notre travail, c'est de demander pour offrir un meilleur service, avoir du meilleur temps, peu importe. Fait que, comme la serveuse qui offre le café, mais c'est la même affaire, nous, on va demander de l'aide. Puis 99,9% on va se faire dire oui. Oui, puis ton exemple est vraiment bon parce que si elle dit mais je veux pas mettre de la pression sur mon client, je vais pas offrir de café. S'il en veut, il va me le demander. Ouais. Mais il faut pas penser comme ça. Personne ne va venir t'aider gratuit. Là. Dire, hey, je pense que Mathieu a besoin d'aide, je vais l'appeler. Ouais. D'après moi, il ouvre un salon dans pas long. Ça n'arrivera pas. Exactement. Fait que c'est à nous de le demander. Mais moi, c'était plutôt aussi dans le sens qu'un coiffeur, moi, j'ai des coiffeurs qui disent je veux pas mettre de pression sur mon client, je veux pas y offrir. Ben oui, aussi. Je veux pas y demander pour des produits. Ouais. Mais ça revient à ton exemple de café. 100%. De dire, t'as-tu besoin de shampoing ou t'as-tu besoin de ce truc-là? C'est pas de mettre de la pression. Moi, quand je coiffais ma sœur ou je coiffais quelqu'un de ma famille, à la fin de ma visite, je disais, t'as-tu besoin de tel truc? Puis souvent, j'avais rien à gagner là-dedans. C'était ma sœur, je lui donnais le produit. Fait que c'était pas pour faire de l'argent, c'était vraiment pour faire en sorte que je voulais que elle parte avec tous les outils pour être capable de reproduire la coupe de cheveux, la mise en pli que je venais d'y faire. Fait que c'est pas monétaire, mais le monde, il pense toujours, si je parle de ça, si je mets de la pression sur mon client, ils vont penser que je suis un vendeur, mais c'est pas être un vendeur. Non. C'est juste de dire, j'ai eu besoin de cette mousse-là pour te coiffer. C'est sûr que toi, tu en as besoin aussi. T'as pas des mains... Puis... Pensez-y, guys, là, on n'avait pas prévu d'aller là-dedans, mais on va y aller, puis ça me fait triper. Mais, pensez-y, vous allez dans un restaurant que vous aimez, puis le serveur vous propose absolument rien. C'est ça. Il attend que vous commandez, il ne vous conseille pas la cuisson, il ne vous conseille pas quel vin prendre avec ce mets-là, quel cépage, quel à côté qui serait mieux, qui serait le plus apprêté. Pensez-y, là, vous allez dans un restaurant, il ne vous conseille absolument rien. Vous devez tout commander de vous-même, tout faire de vous-même. L'expérience va être zéro. C'est la même chose. On ne vend pas les produits. On est des professionnels. Ça fait partie de l'expérience de venir en salon, de parler de ces produits-là puis de les conseiller. Fait que, trop souvent, on voit, tu le sais autant que moi, à quel point c'est très peu sur les chiffres d'affaires en général dans les salons puis au Québec, la vente de produits. Mais il faut se rappeler, guys, à quel point ça doit faire partie de l'expérience. Ça fait du coiffeur ou de la coiffeuse qui est plus complet. S'il va jusqu'au bout, il vient combler tous les besoins, c'est comme si un médecin il dit t'as le cancer, mais je te parlerai pas de quel médicament tu devrais prendre. Je ne suis pas un vendeur. À un moment donné, c'est pas un bon médecin. Exactement. C'est la même chose en coiffure. Mais des fois, c'est je suis timide, j'ose pas. Mais si on revient à ton serveur de restaurant qui est très timide puis qui propose rien, ça fait pas un souper qui est intéressant. Exactement. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut penser quand on est coiffeur. On est gêné parce que ça peut paraître dispendieux. Justement, Kev, c'était un de nos meilleurs vendeurs. Parce qu'il avait été dans d'autres domaines. Lui, il avait été directeur pour Jack & Jones, donc il connaissait il travaillait avec des trucs qui étaient plus dispendieux. Là où je veux en venir, c'est que les gens vont au restaurant, ça leur coûte 200 $, puis c'est correct, puis c'est normal, puis ils ont mangé, puis je veux dire, c'est fini. Là, l'expérience a duré 1 heure. Nous, l'expérience dure 3 mois parce que les cheveux restent, je dis 3 mois, tout dépendant, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout dépendant du service. Mais l'expérience qu'ils vont payer va durer. Puis moi, s'il y a bien une affaire que j'ai appris dans tous mes séminaires entrepreneurial, puis dans tout ce que j'ai pu lire, c'est que dépense toujours en fonction du temps que ça va te ramener. Exemple, que tu payes 1000 $, pour tes draps dans ton lit, puis qui sont incroyablement confortables, puis que tu passes des nuits merveilleuses, puis que tu es en forme le lendemain parce que tu es tellement bien avec tes draps, paye-le le 1000. Ça le vaut parce que crime, pendant peut-être 10 ans, tu vas les avoir. Mais c'est la même affaire avec nous. C'est pas cher pour combien de temps et d'amour que ça va apporter à ce client-là. Puis, il ne faut pas juger le portefeuille de nos clients. Jamais. C'est à eux à décider.
Ben, toi, tu le sais, tu as fait ton cours sur la rue Fleury, je pense. Oui, exact. Chez Tornade. J'ai adoré. Puis- En passant, anecdote, là, Oui. je pense que j'ai été le pire élève cette session. J'ai été dans vos écoles, Oui. que j'ai adoré. Puis Eric, il appelait mes parents toutes les semaines. Il disait, là, Mathieu, je manquais à toutes les semaines. Puis, mais tu sais, j'avais 17 ans. Je pense que C'est ça. je manquais de sérieux. Puis j'aimais ça, mais je voyais peut-être pas à quel point ça allait être important pour moi dans ma vie à ce moment-là. Mais ça pour dire que j'ai adoré. Ben J'ai oui, mais vraiment tu as même fait le gala à la fin. Ouais, tu j'ai t'es rendu été là. jusqu'à la fin. Oui, j'ai été là, j'ai fait le gala avec vous. À la fin, là, on avait terminé dans les premiers aux Olympiades, je m'en rappelle encore. Puis c'est des souvenirs qu'il y a ma main en bas dans le sol. Là, quelque part. Oui. Fait que, mais ouais, c'est ça. C'était parenthèse, là, on parlait des produits, mais j'ai vraiment aimé mon expérience dans vos écoles. Ben merci. Non, c'est sûr qu'il y en a du monde qui ont passé là. Puis, mais pourquoi je te parlais de Tornade, c'est que nous, ben, on avait, à cette époque-là, on avait l'école, puis 400 pieds plus loin, on avait le salon. Oui, mais oui, Puis, j'ai travaillé. qu'est-ce que j'explique souvent aux coiffeurs, c'est qu'on a des clientes qui se promènent en voiture de luxe, puis qui viennent se faire coiffer chez Tornade à bas prix. Puis on a des étudiants qui mangent du beurre d'arachide à tous les jours, qui viennent se faire coiffer à notre salon oblique. Tellement. Parce que pour eux, c'est important, leurs cheveux. Puis l'autre, la madame qui se promène en voiture de luxe, elle va se dire, ben c'est grâce au fait que je viens économiser dans une école que je peux avoir une belle voiture. Ouais. Exact. Fait que on n'a pas à choisir. C'est les clients qui choisissent. Nous, on offre des services, une façon de faire, puis c'est le client qui choisit puis qui a le dernier mot. Fait que faut vraiment penser de cette façon-là. Puis après, de ne pas porter de jugement. Mais si on vient à l'aide que tu parlais d'aller demander de l'aide aux autres, moi, je l'ai faite, tu l'as faite. Puis nous, on partait avec un salon qui existait déjà. Puis moi, vu que j'avais pas d'expérience au début, il y a plein de choses qu'on a continué de faire parce que c'était comme ça que ça fonctionnait dans le salon qu'on avait acheté. Mais il y a des trucs qu'on a fait qui n'étaient pas des bonnes idées. Tu sais, nous, on donnait nos nouveaux clients à nos coiffeurs les plus jeunes, Les nouveaux tout le aux temps. nouveaux. Fait que t'en perdais une partie. C'était comme ça parce que quand on a acheté le salon, c'était comme ça. Puis il y a d'autres salons de coiffeurs qui donnent les nouveaux clients aux anciens. Il y a des salons de coiffeurs qui donnent les nouveaux clients chacun leur tour. Tu sais, c'est tous des trucs. Il y a des bons puis des mauvais côtés. Puis ça me fait penser, il faut essayer. Tu sais, vous êtes arrivé comme ça, vous l'avez fait. Oui. Mais il faut se rendre compte rapidement que ça ne fonctionne pas. Tu sais, c'est ça un moment donné aussi. Mais c'est ça, c'est pour ça que quand tu fais des calculs puis tu fais des analyses, mais là, tu peux te rendre compte qu'il y a des trucs qui sont moins bons que d'autres. C'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome, mais sûr. il y a des détours, là, des C'est fois. clair. Tu sais, puis, tu me parlais de mentor ou de moi, j'en ai eu un qui est apparu peut-être 10-15 ans plus tard, mais vaut mieux tard que jamais. C'est lui qui a eu le plus d'impact sur ma façon de diriger nos salons, qui est Frank Gambusa, qui est un Américain au Tennessee, à Yorksville. Puis lui, il avait un salon d'une centaine d'employés. Est-ce que c'est lui, excuse-moi, qui avait l'anecdote du chauffeur de taxi? Oui, OK. c'est de parfait. lui vient OK, l'anecdote malade. que je t'ai racontée. Puis, ben lui, il a eu une réussite incroyable. Puis, souvent, ben moi, je suis comme toi dans le sens que j'aime aller demander de l'aide à des gens qui ont eu une réussite puis qui sont un step en avance sur moi. Ben oui. Tu sais, moi, je peux pas donner des conseils à une multinationale parce que j'ai pas l'ADN de quelqu'un qui pourrait avoir une multinationale. J'ai pas de conseils à leur donner. Ils sont rendus plus loin que moi. Mais en coiffure, ben, l'idée, c'est d'aller voir du monde qui l'ont fait le chemin avant toi puis qui ont une réussite plus forte. Des fois, je vois du monde ben, il y a des congrès de coiffeurs, puis la personne qui vient donner des conseils aux coiffeurs n'a même pas de salon, ou un salon qui n'a pas vraiment eu de réussite. Puis là, c'est cette personne-là qui va nous coacher. Pour moi, c'est un non-sens. Là. Je comprends. Il y a toujours des exceptions. Là. Il y a des coachs de hockey qui n'ont pas joué dans la LNH. Ben oui, ben oui. Tu sais, je comprends ça, mais ça prend quand même un équilibre dans ça. Mais si je reviens à Frank Gambusa, mais lui, il avait une centaine d'employés, puis pendant une semaine, j'ai eu une formation avec lui, puis il nous a tout expliqué sa façon de faire. À Toronto, j'avais été. Il nous a tout expliqué sa façon de faire de une semaine de temps, de 9h à 5h tous les jours. Fait qu'on a fini avec une brique, ça d'épaisse, vraiment généreux, vraiment là, une bonne formation complète. La chance que moi j'avais, c'est que 80% de ce qu'il expliquait,
je le faisais déjà. Ouais, tu étais déjà en train de le mettre en place. Exact. Sauf que le 20% additionnel, il était énorme, puis il avait beaucoup de valeur pour moi, puis c'était facile de le faire parce que j'avais déjà beaucoup de points en commun avec lui. Mais juste le fait de à qui donner les nouveaux clients, bien, lui, il avait un système d'évaluation, puis tout ça, puis on a des tableaux, puis on donne les nouveaux clients maintenant à ceux qui se rapprochent le plus de la visite parfaite. Ouais. Mais ça a fait bondir nos salons d'une façon incroyable. Un truc, juste ce truc-là valait le déplacement. Fait que c'est pour ça que tu dis que je t'ai fait sauver du temps, mais lui aussi m'a fait sauver énormément de temps, parce que peut-être ça aurait pris 5 ans avant que je le trouve, ce truc-là. Puis pour en parler rapidement, là, sans nécessairement rentrer dans tous les détails de ça, mais concrètement, ce que vous faites, c'est que la personne qui performe le plus pendant la semaine, puis là, la performance peut aller du taux de rétention à peu importe, vente de produits, exemple, vente de services. Donc, la personne qui aura le plus performé selon vos standards à chaque semaine sera la personne la plus méritante des nouveaux clients la semaine suivante. Exactement, c'est ça. Nous, à chaque semaine, les coiffeurs reçoivent une feuille d'évaluation avec 4 critères. Puis, mettons, les pourcentages de revente, des pourcentages de rebooking, les factures moyennes, tout ça est évalué. Puis, en bout de ligne, avec ça, tu sais lequel de tes coiffeurs ou coiffeuses s'est rapproché le plus de la visite parfaite. Puis, pour récompenser le coiffeur ou la coiffeuse qui se rapproche de ça, on lui donne plus de nouveaux clients. Les nouveaux clients, on les donne à eux en priorité. Mais ça, c'est puissant parce que ça fait en sorte que ce coiffeur-là, on le remplit tout le temps de nouveau. Mais après, un prix, c'est l'offre et la demande. C'est ça que j'allais dire. Fait qu'en le remplissant tout le temps, ben là, on diminue l'offre parce que là, il devient extrêmement occupé. Puis par la suite, après, quand on va augmenter ses prix, c'est accepté parce qu'il y a eu les clients ont dit on n'a même plus de place avec ce coiffeur-là. Puis c'est beaucoup plus facile, je pense aussi, de vendre cette idée de l'augmentation de prix-là à des nouveaux clients qu'à des clients. Parce que, tu sais, dans ce concept-là, c'est sûr qu'il perd toujours un petit peu d'anciens parce qu'on en perd tout. Puis c'est lui qui va avoir le plus de nouveaux. On s'entend, les plus performants. Donc, ces nouveaux-là, je suis sûr qu'ils achètent plus facilement les augmentations. Contrairement à peut-être les anciens, c'est peut-être une perception que je me fais, mais je pense que ça doit être plus facile de vendre une augmentation de prix constante ayant tout le temps des nouveaux qui ne sont pas habitués à ça fait 15 ans puis il me fait un prix parce que je suis son premier client. Oui, il y a un attachement, il y a une amitié. Oui, il y en a un peu moins, donc plus facile d'avoir ce détachement-là puis de vendre ces augmentations de prix-là. Je suis sûr que ça a un impact. Mais c'est sûr. Mais aussi dans notre cas, c'est que les nouveaux, ils n'ont pas connu les anciens prix. Ça vient à ce que tu viens de dire. Puis, moi, je rencontre plein de coiffeurs, puis ils ont toujours peur d'augmenter leur prix. Puis ils ont raison. Moi-même, j'ai peur. Ben oui. Puis ils ont raison. Dans le sens que, des fois, on entend sur les réseaux sociaux dire augmentez vos prix, c'est super. Mais ça prend une raison pour augmenter un prix. C'est pas parce que tu as de la misère à payer ton hypothèque de maison qu'il faut augmenter tes prix. Il faut que ça soit justifié. C'est important. Si tu fais pas mieux que l'année dernière, ben pourquoi tu augmenterais tes prix? Parce que tu as eu des augmentations de dépenses. Le client, lui, c'est pas comme ça qu'il voit ça. Tu as raison. Si tu n'es pas occupé à plus que 85 %, ben il y a peut-être une raison, là. Puis augmenter les prix, c'est pas toujours la meilleure des idées. Si tu veux augmenter tes prix puis que ça soit bien accepté, il faut que le client voit une différence. Dire, il coiffe mieux, le service est mieux. Il faut qu'il y ait un plus-value, là, c'est ben ça. oui, il faut que tu donnes la valeur avant d'augmenter tes prix et non l'inverse. Que les gens, des fois, ils pensent pas à ça, mais je vais augmenter mes prix, tout a augmenté. Oui, quand nos coûts augmentent, il faut augmenter nos prix, mais ça prend un dosage qui tient la route. J'ai l'impression en ce moment que c'est un peu free for all. J'ai l'impression que tout le monde, c'est comme profitez-en, augmentez vos prix, tout augmente, on double les prix. Pourquoi là, on est probablement le seul univers où il n'y a aucune ligne directrice? Je veux dire, tu vas dans un fast-food, ben, le prix d'un burger, ça va être similaire. Que tu ailles chez McDo, que tu ailles chez Harvey's, que tu ailles chez Gérard, peu importe, tu vas payer un prix similaire pour un cheese, mettons. Exact. Mais pourquoi nous, en ce moment, puis plus que jamais, ben là, tout a augmenté. Moi, ma coupe maintenant était 20, je dis n'importe quoi, elle était 25 avant le COVID, elle est 50 maintenant. Puis c'est ça, puis vous allez payer. Puis tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que il
y a un peu de débordement aussi là-dedans, là, puis c'est sûr qu'on ne pourra pas, toi puis moi, établir la ligne directrice des prix aujourd'hui, là, on pourra en parler pendant des heures, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, selon moi, exagèrent vraiment, puis que... Parce que, tu sais, il faut quand même... Il faut être quand même conscient à travers tout ça que notre clientèle vit quand même des moments qui sont plus complexes. Je dis pas de ne pas augmenter parce qu'il faut le faire, parce que ceux qui le valent doivent le faire. Sauf qu'il faut quand même rester conscient de ce qui se passe économiquement puis de ne pas doubler du jour au lendemain. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben non, moi je pense que doubler, c'est pas une bonne idée, là. Nous, on a augmenté nos prix dans nos salons plus que... Dans le fond, de 10 %. On a eu des augmentations, on a monté de 10 %, puis on le fait à chaque année. Puis je pense que ça, c'est bien, mais sauf que on essaye toujours aussi de se remettre en question puis d'améliorer la qualité de nos services, puis tout ça. Puis il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. Oui, le salon, il faut qu'il augmente ses prix, mais il y a aussi les coiffeurs. Moi, je croise beaucoup de propriétaires de salons, puis les salons, ils fonctionnent à un prix unique pour tous les coiffeurs. Ça, pour moi, c'est un non-sens. C'est comme si je m'en vais dans un bureau d'avocat, mais les avocats n'ont pas tous la même valeur. Il y en a qui facturent 200 $, il y en a qui en facturent 500, 800. Chaque avocat a sa valeur, mais en coiffeur, c'est pas bien de mettre un nouveau coiffeur qui sort de l'école à 80 $ coupe mise en pli. La rétention de la clientèle, elle ne sera pas là. Non, puis c'est une insulte pour les anciens aussi, là. T'sais. Pour les anciens, c'est une insulte pour les clients. Ils n'en ont pas pour leur argent. Puis ça amène pression sur le coiffeur qui commence. Il sait bien qu'il ne livre pas la marchandise. Puis ça brûle la réputation du salon aussi. Fait qu'il n'y a rien de bien à faire ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une structure de salon que ton coiffeur va pouvoir évoluer. Plus il s'améliore, plus ses prix augmentent. Souvent, moi, j'ai des propriétaires qui me disent « Ah, Stéphane, quand mes coiffeurs deviennent bons, ils s'en vont. » Mais ils ont raison de s'en aller parce que tu continues pas avec eux. Tu ne leur permets pas d'avoir une croissance. Si ton coiffeur peut pas avoir de croissance dans ton salon, il est mieux de partir. Mais si tu lui permets d'avoir une croissance, des augmentations de prix qui suit sa vraie valeur, il ne va pas s'en aller. Mais s'il se dit la seule façon d'améliorer mon sort financier, c'est de partir, ben il va partir. Puis le propriétaire va être déçu de ça, mais il y a une structure d'affaires qui pousse à ça. Puis ça, c'est l'erreur de beaucoup de salons qui n'ont pas une façon d'évoluer. Avec le coiffeur, il peut pas, ça va pas à sa vitesse. T'as raison. Ça, c'est important. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, je vois comment tu es structuré, puis je vois ce que tu apportes beaucoup. Puis, tu as toujours emmené cette espèce d'aura-là, là, sans faire le jeu de mots là, avec Aura Distribution, mais tu as toujours emmené cette espèce d'aura-là de comment je pourrais bien le nommer, mais vraiment de sérieux dans le métier, parce que je trouve qu'on est dans la vente automobile, qu'on est dans n'importe quel domaine, il y a toujours cette espèce de structure-là qui propose de l'avancement, avec des paliers. Ouais. Puis pourquoi la coiffure, 80% des salons, ils n'en ont pas? Ça, c'est triste. Puis ça m'amène à te parler... tu l'as probablement vu depuis la pandémie, il y a énormément de coiffeurs qui désertent les salons, qui partent, qui vont louer des petits endroits, qui partent un peu. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de perdre tranquillement, pas vite, une grande partie des lettres de noblesse du métier. Le sentiment d'appartenance envers la marque, envers le salon, envers la famille, l'équipe, l'éducation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Moi, je pense que le problème, c'est que les gens qui font des moves comme ça, c'est toujours un petit peu une détresse, dans le sens que les gens qui manquent d'argent, ils essaient de trouver la formule magique pour améliorer leur sort, puis on ne peut pas leur en vouloir de ça. Ça revient un peu à ce que je viens de dire. Si tu travailles dans un salon et tu n'es pas capable d'améliorer ton sort financier, mais c'est sûr que tu vas t'en aller. Fait que... Il y a beaucoup de ça là, dans notre industrie. Les gens il y a eu des augmentations de leurs hypothèques, de leurs loyers, puis tout ça, puis ils n'y arrivent plus. Fait que là, ils cherchent la formule magique, puis la formule magique n'est pas toujours si évidente que ça à trouver. Des fois, ils prennent une décision, puis en fin de compte, ils n'ont pas amélioré leur sort financier, mais ils s'imaginaient que. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on vit beaucoup au Québec. Puis, on est peut-être rendu à 65 ou 68 % des coiffeurs qui sont devenus des travailleurs autonomes.
C'est énorme. C'est énorme, puis ça, c'était pas ça avant. Puis c'est sûr que là-dedans, il y a des gens qui se sont partis un salon dans leur maison. Oui, c'est ça, c'est des travailleurs autonomes, puis c'est réel, puis c'est... en région, on voit beaucoup ça, puis c'est un bon modèle d'affaires, moi, je pense. Quand tu es en région, puis tout ça, ça baisse les coûts. Excusez, ça baisse les coûts, puis c'est la bonne façon. Mais là, le phénomène, c'est que dans les grandes villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, l'Outaouais, mais là, les gens quittent les salons pour aller sur des chaises. Moi, je pense que c'est là qu'on a un problème, c'est qu'ils n'améliorent pas vraiment leur sort financier, ces coiffeurs-là. À court terme, peut-être les 6 premiers mois, mais après, 2-3 ans plus tard, souvent, j'y recroise, puis ils font plus le métier. Ouais. Puis aussi, quand on analyse, souvent, ces gens-là sont travailleurs autonomes, ils louent leur chaise dans un salon, mais si on l'analyse, c'est plus ou moins légal, parce que c'est souvent des salariés déguisés. Ouais. Peux-tu nous en parler de ça? Ben oui, dans le sens que c'est un problème. Puis il n'y a même pas de mauvaise foi, d'après moi, là-dedans. C'est un manque de connaissances. Oui, puis aussi, Revenu Québec fait pas beaucoup de vérifications par rapport à ça. Donc, il y a peu de monde qui se font prendre, même s'ils sont illégaux. Fait que les gens le font trop sans le savoir, mais pour être un vrai travailleur autonome, il ne doit pas avoir de subordination. Fait que si tu loues une chaise à quelque part, mais que le propriétaire te donne des ordres, te demande dit de respecter un horaire. Un horaire, comment t'habiller, avec quel produit travailler. Puis que tu factures seulement ce client-là là aussi. Exactement. Bien, dans le sens qu'il y a 10-15 points pour devenir un vrai travailleur autonome légalement. Puis, il y a plein de zones grises là-dedans. Fait que quand tu parles à un comptable, un fiscaliste, c'est loin d'être évident, mais quand tu leur parles, ils me disent tout le temps, la plupart, c'est pas des vrais travailleurs autonomes, que si Revenu Québec ou Revenu Canada analysaient ça, il ferait en sorte que ça serait plus un travailleur autonome. Mm-hmm. Fait que il y a beaucoup de monde qui sont pris là-dedans sans le savoir, qui sont pas, dans le fond, sont pas légales. Puis, il y en a aussi que, c'est ça, ils savent pas, puis ils font ça de cette façon-là, sans le savoir, mais là, on est rendu là. Puis, le gouvernement n'intervient pas. Parce que comme on n'est pas la priorité pour eux, puis en même temps, c'est gênant pour eux d'intervenir parce qu'ils structurent plus. On n'a plus le comité paritaire au Québec. Fait qu'ils nous encadrent plus. Puis là, aller taper sur la tête des gens qui essayent de s'en sortir, c'est un peu... Quand t'as enlevé un peu la structure... de notre industrie, c'est un peu gênant aussi. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est un petit peu pris dans tout ça. Puis, mais je pense pas que ça va être positif parce que on voit déjà, quand tu n'as plus d'employeurs dans une industrie, puis là, en région, on est rendu là, il n'y a plus d'employeurs. À Val-d'Or, il y a peut-être 3 salons de coiffeurs qui embauchent du monde. À Rimouski aussi. S'il n'y a plus d'employeurs, quand les gens sortent des écoles, ils vont travailler où? Ils ne peuvent pas se louer une chaise, là. Ils n'ont pas d'argent. Tu n'es pas pour payer pour aller travailler. Fait qu'une industrie qui n'a plus d'employeurs, c'est une industrie qui meurt. Puis là, il y a 10 ans, il y avait 1500 personnes qui allaient faire des cours de coiffeur dans les écoles publiques, puis peut-être 400-500 dans les écoles privées. En 2022, on me dit qu'il y avait 400 étudiants en coiffeur dans les écoles publiques. Donc, ça diminue. On est passé de 1500 à 422 à peu près. Ça veut dire que là, on est en baisse, puis c'est normal que cette baisse-là soit là. Il n'y a plus d'endroit pour accueillir la relève. Puis aussi, les employeurs qui embauchaient de la relève, puis qui les montaient, puis qu'une fois que la personne est rentable, elle s'en va, mais là, il y a de l'épuisement. Puis, il ne faut pas mettre la faute sur la personne qui s'en va, parce que peut-être qu'elle était dans un salon qui était mal structuré. Moi, je ne veux pas mettre la faute sur les gens, mais puis aussi, des fois, l'employeur, il fait de son mieux, puis il ne sait pas vraiment... Ouais. Fait que c'est un cercle vicieux, tout ça, tout à fait. Mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Puis, il y a un ménage qui est en train de se faire, puis la facture moyenne, l'entrée d'argent en coiffeur au Québec, je ne sais pas, mais peut-être 35 $ de l'heure qu'un coiffeur rentre. Mais en mécanique auto, un jeune qui sort d'un cours de mécanique auto s'en va travailler dans un dealer d'auto, il va rentrer 105, 115, 125 $ de l'heure.
Un plombier, ça rentre plus que 35 de l'heure. Un électricien, c'est tous des DEP, mais pourquoi la coiffure, l'entrée d'argent est si basse? T'sais, c'est ça qui est notre problème. Mais pendant 40 ans ou 50 ans, on a formé 1500 coiffeurs au Québec sans savoir si on en avait vraiment besoin de plus. En médecine, là, ils contrôlent l'entrée des nouveaux qui étudient la médecine puis qui vont pouvoir devenir médecins. Les comptables agréés, ils contrôlent l'entrée du monde qui viennent faire le même métier qu'eux. Nous, en coiffeur, le contrôle, c'est le gouvernement qui l'avait. Puis, ils formaient des nouveaux coiffeurs, pas parce qu'on en avait besoin, c'est parce qu'il y avait des professeurs qui enseignent la coiffure. Puis, il faut remplir les classes parce qu'eux autres, il ne faut pas qu'ils perdent leur job. Mais c'est marcher en envers, ça, c'est pas la bonne façon de faire. Puis, c'est ça qui a causé un peu tout ce qu'on est en train de vivre. On est 26 000 coiffeurs au Québec. C'est pas vrai qu'il y a une pénurie de coiffeurs. Ben non. Je connais personne qui a dit « Je voulais me faire couper les cheveux aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé de coiffeur. » Il n'y a pas de pénurie de coiffeurs. Il y a trop de coiffeurs. La preuve, c'est que la facture moyenne ou l'entrée d'argent à l'heure des coiffeurs du Québec est trop basse. Puis c'est ça qu'il faut trouver une solution le plus rapidement possible. Parce que moi, ça ne me fait pas plaisir de savoir qu'il y a une coiffeuse en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean ou à Montréal qui fait 25 000 par année. Puis elle a des enfants, puis elle est monoparentale ou peu importe. C'est pas cool, ça, de voir ça. Donc, c'est ça qu'on vit présentement. Puis, malgré tout ça, il y a des coiffeurs qui font beaucoup d'argent. Il y a toujours des exceptions. Puis, c'est pas de ceux-là, moi, que je parle. Moi, qu'est-ce qui me touche, c'est ceux qui ont de la difficulté, là, présentement. Puis, c'est à ça qu'il faut trouver des solutions. Puis, là, la solution est en train de se faire, mais c'est pas parce qu'il y a eu des bonnes décisions de prix. Ça se fait toute seule. Le ménage se fait tout seul. Oui, sauf que s'il n'y a plus d'employeurs, les cordonniers là, sont tous en train de disparaître. La coiffure, ça va-tu faire ça? Là? J'ai l'impression que non, mais il va y avoir beaucoup de dommages s'il n'y a rien qui est fait. Pourquoi il n'y a plus de... C'est tellement intéressant. Pourquoi il n'y a plus de... Pourquoi... J'ai le feeling qu'il y a moins de sentiments d'appartenance envers les marques. Puis les marques, je parle des salons qui ont un aura vraiment. Pourquoi est-ce qu'on... Tu sais, est-ce que ça part... Puis là, tu sais, je réfléchis à haute voix, mais est-ce que ça part peut-être un petit peu du système d'éducation? Je parle pas des écoles privées, mais du public qui est tellement archaïque. Puis je pense à exactement la jeune coiffeuse qui suit des coiffeurs de renom sur les médias sociaux, puis voit tout ce qui se fait, puis comment c'est beau, puis comment c'est trendy, puis comment c'est le fun. On arrive à l'école de coiffure, on fait... 3 mois de permanente ou de rouleau à bigoudi qu'on n'a même plus dans nos salons. Exact. Est-ce que ça fait que, bon, la plupart on le sait, la plupart vont lâcher le cours avant d'avoir fini. On a parlé avec les écoles. La plupart lâchent maintenant avant d'avoir fini parce que c'est pas ce qu'eux avaient projeté. Après ça, le sentiment d'appartenance envers le métier, puis la fierté de faire ça, elle est aussi en partie détruite pendant cette formation-là, puis je pèse pas mes mots. Fait que est-ce que cette espèce de fierté-là, ce sentiment d'appartenance-là, d'être fier de faire partie d'un brand, d'une famille, d'un salon qui construit quelque chose de beau, est-ce que ça disparaît un peu à cause de ça? Puis c'est juste l'aspect monétaire qui devient prioritaire dans tout ça parce que la passion puis le côté artistique, le fun créatif est plus vraiment dans les écoles. Fait que tout ce qu'on se fait dire, c'est « Ah ben oui, un jour, tu vas louer ta chaise puis tu vas faire un peu plus. » Tu sais, genre, c'est ça qui... Mais qu'est-ce que tu dis, c'est un peu vrai dans le sens que souvent, les jeunes qui s'en vont à l'école de coiffure, ils se font dire des choses par les professeurs. Ben oui. Puis, dans le fond, ils voient... Ils entendent ça, puis ils pensent que c'est ça qu'ils vont vivre, mais c'est pas la réalité. N'importe quel métier, si tu veux faire partie de l'élite d'un métier, il y a un chemin à prendre. Mais dans les écoles, souvent, le coiffeur, l'enseignant, il l'a jamais pris, ce chemin-là. Puis il va souvent dire « Ah oui, va pas travailler dans un salon de coiffeur, tu vas te faire exploiter. Loue-toi une chaise. » Mais, tu sais, moi, quand on a parti notre salon, moi et Isabelle, mon rêve, c'était que mes coiffeurs dans mon salon fassent plus d'argent
que les propriétaires, il y avait 20 salons de coiffeurs sur la rue Fleury. Ben oui. Ben moi, j'ai peut-être 8-10 coiffeurs dans mes salons qui font plus d'argent que la plupart des propriétaires de salons sur la rue Fleury. Moi, c'était ça que je voulais atteindre. Puis, mais sauf qu'il y a un prix à payer pour atteindre ça. Puis les gens, des fois, sont trop pressés. Moi, j'ai fini mon cours, j'avais mon propre salon, j'ai été assistant 1 an. Mais il y a des gens, moi, ils sortent de l'école, puis mon professeur me dit que je vais perdre la main si je suis assistant puis je coupe pas de cheveux. Ben, je pense pas, là. Moi, je l'ai fait moi-même. Puis si un jour, mes enfants voudraient devenir coiffeurs, ils seraient assistants. C'est de reculer peut-être d'un pas, mais tu vas en faire après des plus grands, tu sais. Ça fait que c'est le prix à payer, mais les gens ne veulent plus le payer, ce prix-là. Ils sont trop pressés, mais ils sont tellement pressés qu'ils n'y arriveront pas, justement. Parce que là, ils veulent le résultat tout de suite, puis il n'y a plus de sentiment d'appartenance, comme tu dis. Mais ça, c'est important de travailler dans un salon, puis de voir d'autres personnes performer, puis d'analyser, prendre le meilleur de chacun de tes collègues de travail. Puis tu vas grandir là-dedans, puis tu vas performer, puis tu vas dire « Ah, il s'en est sorti comme ça face à ce problème-là. » Nous, c'est un congrès de coiffure à tous les jours dans notre salon. C'est sûr. T'sais? Fait que les assistants, ils voient, là, la cliente a dit ça, le coiffeur a répondu tel truc. Fait que quand l'assistant devient coiffeur, il y a plein de réponses déjà avant même de commencer parce qu'il l'a vu, il a vu les autres aller, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça qui fait en sorte qu'on dirait que les gens sont trop pressés, puis ils veulent sauter, puis ils sont déçus, comme tu dis, puis qu'ils abandonnent. Parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre qu'est-ce qui s'était fixé comme but. Puis ça, c'est triste parce qu'il y a du monde qui avait du potentiel. Puis l'autre problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de filtrage. L'idée, c'est d'attirer du monde qui ont du talent puis de la passion dans notre métier. Mais souvent, dans les écoles de coiffure, il y a du monde qui n'avait pas vraiment l'intention de devenir coiffeur puis qui ont été poussés là par des trucs gouvernementaux là, d'aide, sont subventionnés pour être là, mais au premier jour d'école, ils n'ont même pas l'intention de devenir coiffeur. Fait que le gouvernement prend nos impôts pour fabriquer de la compétition qui n'ont même pas l'intention de travailler en salon. Quelle industrie peut survivre à ça? T'sais? Puis malgré tout ça, il y a plein de salons qui ont une réussite incroyable. Il y a plein de coiffeurs qui ont une réussite incroyable, malgré tout ça. Fait qu'imagine s'il n'y avait pas une structure qui est mal construite, comment la réussite serait incroyable. Elle serait encore bien plus forte. Puis nos coiffeurs qui ont déjà une réussite, il y aura encore... Tu sais, le succès amène le succès. Quand tu as un salon qui a du succès, les clients, ils viennent, puis ils voient tous les coiffeurs heureux, puis faire de l'argent, puis avoir du plaisir, puis être dans une belle gang. Bien, ils ont le goût de devenir coiffeur ou coiffeuse. Fait que c'est un cercle vicieux, ça. Dans une ville qu'il y a peu de salons qui a du succès, mais les gens dans cette ville-là, ils n'ont pas la jeune fille ou le jeune garçon de 17-18 ans n'a pas le goût de devenir coiffeur. Tandis que nous, dans nos salons, nos coiffeurs sont heureux, mais on voit qu'il y a plein de nos clients qui disent « Hey, moi aussi, je voudrais devenir coiffeur ou coiffeuse. » Fait que c'est un cercle vicieux, tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Parce qu'on n'est pas dans une industrie qui est facile, mais il y a tellement de monde passionné. Moi, ça m'impressionne de voir des coiffeurs dans mon entourage, dans mes amis, qui ont au-dessus de 60 ans, puis qui donnent encore de la formation, qui s'impliquent dans un congrès. Puis c'est beau de voir ça. On vient tout juste d'en engager un là, par le biais de nos écoles de barbier. Il y a 17 ans. Il vient d'avoir 18. Puis j'ai l'impression d'avoir drafté Sidney Crosby. Ce que je veux dire, c'est, je parle pas juste du talent, mais de à quel point il en mange, à quel point il est passionné, à quel point il en parle tout le temps, à quel point il vit pour ça, littéralement. Il vient d'avoir 18 ans, c'est tellement beau à voir, puis il y en a encore, tu sais, beaucoup. Je considère que ce qu'on fait avec l'Usine Académie, qui est justement une formation de barbier-barbière, je considère qu'on est up-to-date parce qu'on s'améliore à chaque session, on s'améliore, puis on va travailler autant le côté personnel que le côté technique, mais de voir des étudiants sortir passionnés comme ça me rappelle que il y en a encore des
des vrais passionnés de souche qui vont grandir avec nous pendant longtemps. C'est juste que, comme tu dis, au volume, la plupart, non, parce qu'ils ont été mis là pour les mauvaises raisons. T'sais. Exact. C'est même pas un choix. Puis, je me demande où ça va s'arrêter. Est-ce que, malheureusement, le contexte économique des années à venir, ou ce qu'on vit en ce moment, va faire un ménage? Ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont partis, exemple, mais on va en reparler, là, mais les gens qui sont partis, mettons, qui ont loué puis qui ont perdu une bonne partie de leur clientèle, est-ce que ces gens-là vont être capables de se renouveler ou beaucoup vont mourir? Qu'est-ce qui est la suite logique, selon toi, là-dedans? Bien, le fait qu'il y a de moins en moins de monde qui font des cours de coiffeur présentement, ça va créer la rareté. Ouais. Puis les prix, c'est l'offre et la demande. Ouais. Là, l'offre baisse à chaque année. Ouais. Fait que l'offre va tellement baisser que, veut pas, les prix vont se remettre à augmenter. Le prix des services de coiffeur partout au Québec va augmenter dans les 15 prochaines années parce que Il n'y en aura plus de coiffeurs. Mais c'est plate puis c'est dur. Moi, je suis employeur, toi aussi. On a de la difficulté à aller chercher de la relève. Fait que ça, c'est difficile puis c'est pas le fun. Mais en même temps, tout ça est en train... Ça va comme un peu nettoyer puis arranger les choses. Sauf que ça prend de la qualité. T'sais, un coiffeur qui a du succès, c'est parce qu'il a du talent puis il fait de la qualité. Mais il faut que... Si on en forme moins, mais il faut quand même qu'il soit de qualité. Ouais. C'est là qu'on a un petit problème. C'est que là, on forme moins, mais on ne forme pas nécessairement de la qualité. Mais je suis d'accord avec toi, oui puis non. Je pense qu'il y a une grande partie qui est comment les employeurs vont réagir quand l'apprenti arrive en salon. Oui. Parce que, comme on a dit tantôt, si tu le garoches, ben c'est fini. Oui. Il n'y en a pas de qualité parce que il n'est pas au niveau où il devrait être. Donc, sa qualité n'est pas bonne. Mais en réalité, s'il était au niveau qu'il devait être vraiment, sa qualité serait meilleure. Fait que oui, je suis d'accord que ça passe beaucoup par le système d'éducation, mais je pense beaucoup que ça passe aussi par nous puis par les salons. Ben oui. Si tu as un nouveau parce que tu es dans le jus, tu refuses plein de clients, puis un nouveau de l'école, puis let's go, puis je te mets 20 clients la première journée, c'est sûr que la qualité ne sera pas là. Puis là, on va dire, l'école a mal fait sa job. Non, c'est toi l'employeur qui a mal fait sa job parce que tu l'as mal encadré. Un apprenti qui arrive chez nous, tous les clients qui appellent, je pense que c'est la même chose chez vous, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand un apprenti commence chez nous, le client appelle, on lui dit, bon, écoute, bienvenue, super, écoute, nos coiffeurs d'expérience sont pris pour la journée. Si tu veux, on a un apprenti, c'est tant moins cher, il y a un pourcentage de rabais. Il commence, il va être épaulé, ça peut être un peu plus long, mais il y a du talent. Est-ce que tu es à l'aise de passer avec lui? Oui, parfait. C'est ça. Ça enlève toute la pression, parce que la coupe ne sera pas parfaite. C'est sûr, il sort de l'école, mais le client le sait. L'apprenti qui commence, lui, il est comme... Il est fier parce que le client est content, parce qu'il savait à quoi s'attendre. Tout le monde est content. Il n'y a pas eu de pression de temps, il n'y a pas eu de pression de service. Fait que je pense qu'il y a un gros... Puis ça va être là le défi extrême. Ça va être d'inculquer aux propriétaires de salon d'avoir une structure. Puis plus ils vont être structurés, ces nouveaux-là, plus la qualité va être là. Ben oui, puis les nouveaux qui arrivent dans un salon, puis qui voient... Nous, on a 8 paliers de niveau de prix différents. Puis là, le nouveau qui commence, puis là, il s'est fait dire d'être assistant, c'est pas bien. Puis là, il arrive dans notre salon quand même. Puis là, il dîne avec un coiffeur niveau 7. Qui fait 120 000, genre. Qui fait 120 000. Puis là, il se dit, oh, là, je peux y toucher. Là, il existe. C'est pas le patron qui me dit que je vais atteindre ça. Je dîne avec un collègue de travail qui est arrivé à faire ça. Donc ça, c'est extrêmement motivant. Puis ce collègue-là, il a été assistant 1 an aussi. Puis il a fait ce chemin-là. Puis là, aujourd'hui, il y a une maison, il y a une voiture, il va en vacances. Puis là, le jeune, il voit ça. Mais ça, c'est le meilleur exemple au monde. Puis, si je regarde mes 10 meilleurs coiffeurs et coiffeuses que j'ai au salon, ces gens-là, c'est du bon monde, c'est du monde intelligent, c'est du monde astucieux. Il aurait fait un autre métier, il aurait réussi quand même. Parce que c'est du monde qui font bien les choses. Mais il aurait pu faire un autre métier parce que c'est du monde qui l'ont, qui veulent bien servir les clients, qui analysent, puis qui dans le fond, qui regardent les autres comment ils font, qui prennent le meilleur de tout.
mais que ces gens-là, ils auraient fait un autre métier, ils auraient eu une réussite aussi. Fait que Parce qu'ils ont cette compréhension-là. Ben oui. Fait que ces gens-là, il faut les attirer dans notre industrie. Il faut s'entourer de ce monde-là parce que c'est tellement plus plaisant de travailler avec du monde qui veulent grandir que du monde qui n'ont pas vraiment le goût de faire ce métier-là. C'est pour ça que c'est difficile, ça. Ces leaders-là qui sont tes bons coiffeurs, c'est ces gens-là que ça prendrait pour aller au moins aller donner une conférence dans les écoles. Je veux dire, de montrer les vraies possibilités, puis voici mon travail, voici mon salaire, voici ma vie, voici mon parcours, voici les échelons que j'ai passés en salon. Oui, au début, ça va être difficile, on va vous dire la vérité. Nous, dans nos écoles, à l'usine, c'est une des premières choses qu'on dit à nos étudiants. La première année va être extrêmement difficile financièrement, guys. Il n'y aura pas de partir de là à faire tant. Ça n'existera pas avec nous. Vous allez bien faire les choses, tu sais. Puis, est-ce qu'on le dit, tu sais? Est-ce que, au lieu de dire, on va vous exploiter en salon, est-ce qu'on pourrait dire, non, guys, ça va être tough pour tout le monde. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas prêts à ça, de toute façon, peu importe le domaine, ça va être tough. Ben oui, on n'a pas... n'importe quel métier, pour avoir un métier que tu fais 100 000 par année, ben il faut aller des fois au cégep pendant 3 ans ou à l'université, puis tout ça. La coiffeuse, c'est un métier qui peut s'apprendre en 6 mois, 1 an, 1 an et demi, puis tu peux arriver au même résultat. C'est incroyable d'avoir un métier qui s'apprend en moins d'années, puis que tu peux atteindre un résultat aussi bien que les autres métiers. Moi, ça me fascine, ça. Sauf que l'année que tu es assistant, ben, tu as été école 6 mois ou 1 an, puis tu es 1 an assistant. C'est pas un gros sacrifice pour atteindre après des bons revenus. Moi, j'ai été assistant 2 ans quand j'ai commencé. Exact. Parce que je voulais vraiment bien assimiler, bien comprendre. Puis aujourd'hui, je le regrette pas. C'est sûr que ça a été 2 années où j'ai pas fait très peu, là, on s'entend. Ouais. Mais aujourd'hui, si je regarde où je suis rendu, je pense que clairement, ça a eu un impact monstre, de bien faire les choses, de bien les comprendre. Mais je me sens boomer quand je dis ça, mais c'était pas pareil dans le temps. On avait moins tout était moins rapide, on avait moins la soif de la réussite monétaire rapidement. En fait, je dis on, là, puis ça trahit mon âge un peu, mais j'ai vraiment le feeling qu'on avait un petit peu plus cette conscience-là du dur labeur, puis de franchir les étapes. Puis écoute, il faut évoluer, puis c'est à nous d'évoluer parce que ça a changé. Est-ce que les étapes doivent être franchies plus rapidement à cause que tout va plus vite? Probablement. Est-ce qu'il faut se réajuster? Probablement. Mais ça a quand même changé. T'sais. Mais il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer les pour et les contre. Puis, ben, tu dis que ça évolue, mais nous, on a acheté le salon en 1995, puis on était juste... Il y avait 4-5 coiffeurs dans le salon qu'on a acheté, puis il y avait 2-3 assistants, puis moi, j'ai été moi-même assistant. Puis, il y avait une assistante qui travaillait avec moi qui disait, quand on embauchait des nouveaux, « Ah, les nouveaux que tu embauches, Stéphane, c'est pas comme dans notre temps. » T'sais? Tout le monde va toujours dire ça. Oui, puis là... 2-3 ans plus tard, les coiffeurs qui avaient été assistants, ils disaient « Hey, les nouveaux assistants que tu embauches, Stéphane, c'est pas comme dans notre temps. Hein? Mais ça fait 30 ans que j'entends ça. Ouais. Mais, puis là, je disais « Pourquoi ils disent tout ça? » Mais c'est normal, parce que nous, dans nos salons, faut embaucher 4 assistants, puis il y en a un des 4 qui va devenir coiffeur chez nous. C'est-à-dire qu'il faut en embaucher 4 pour en avoir un. Mais tous mes coiffeurs, c'était des bons assistants. Les autres sont partis. Ou ils partent? Sont partis. Fait que là, dans le fond, ils disent « Ah, ben c'était pas comme dans notre temps » parce qu'ils se souviennent juste de leurs collègues. Ouais. Mais tous ceux qui livraient pas la marchandise, ils n'ont pas resté. Ouais. Ceux qui sont pas prêts à vivre le sacrifice ou qui arrivent en retard ou qui étaient pas sérieux, on les a pas gardés. Fait que il y a un filtrage. Mais mes champions d'aujourd'hui sont aussi champions que les champions de 20 ans. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Mais on s'imagine ça. Mais mon père, il était grutier, puis il a 60 ans, il disait il y a juste 20% du monde sur le chantier qui travaille, les autres, ils ne travaillent pas. Mais c'était le même il y a 60 ans. Mais on s'imagine tous que les Québécois, les travailleurs de 60 ans travaillaient plus fort que ceux d'aujourd'hui. Je pense pas, moi.
Je pense que dans les jeunes d'aujourd'hui, il y en a des incroyables qui veulent. Puis ça a toujours été comme ça. Puis ça va toujours être comme ça. Steph, je bois chacune de tes paroles. Puis pour vrai, j'en prendrais pendant des heures. Puis tu sais, moi, tout ça m'amène à réfléchir. Puis je suis comme... Ça change tellement vite. Puis je vieillis. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai fait le cours chez vous, j'avais 17 ans. Je vais avoir 39 en avril. Fait que ça fait déjà un bout, c'est malade. Ouais. Mais tu sais, je me vois vieillir à travers ça. Puis j'essaie de simuler une espèce de prévision de ma retraite, ou du moins de qu'est-ce que va être ma retraite, ou ce à quoi ça va ressembler. Pour avoir parlé avec beaucoup de coiffeuses, barbières, beaucoup ont peur, appréhendent vraiment la retraite. Pourquoi on a autant peur? Puis qu'est-ce qui fait qu'on est là puis qu'il ne semble pas avoir de structure encore à ce niveau-là, tu sais? Oui, on n'est pas une industrie, là, malheureusement, que les entreprises, les salons, ils ont des plans de retraite, puis que ça va faire en sorte que la personne à 65 ans va prendre sa retraite, puis elle va avoir le même revenu qu'avant ou même 75 % du revenu, comme beaucoup de métiers. Mm-hmm. C'est pas ça, là. Premièrement, il y a beaucoup de salons de coiffeurs qui font pas de profit. Combien? C'est quoi? C'est pas 80%? Il y a des études qui disaient à peu près seulement 15 % des salons de coiffeurs font du profit. Est-ce qu'on peut dire là-dedans, Stéphane, qu'il y en a beaucoup peut-être dans le 85 restant qui se payent un plus gros salaire, qui arrive kiff-kiff ou qui a de l'argent? C'est ça, c'est que le salaire du coiffeur, c'est pas un profit. Ouais. Tu sais, la vraie façon de calculer un profit d'un salon, c'est un propriétaire coiffeur devrait se payer de la même façon que les autres coiffeurs de son salon, puis générer un profit aussi. Et générer un profit après. T'sais? Fait que s'il fait la même chose que s'il était... Il travaillait. Il travaillait, ben c'est pas un profit. Clairement. Fait que mais en même temps, il s'achète une qualité de vie en étant propriétaire de son salon, même s'il ne fait pas de profit, mais il choisit la couleur des murs. Ça prend de la valeur aussi. Exact. Est-ce que un pourcentage de profit net, ça ressemble à quoi? Ben moi, personnellement, avec mes propres salons, quand j'ai 10 % je suis heureux. Il y a des années que j'ai peut-être fait 15, puis il y a des années que j'ai fait 0. Mm-hmm. Tu sais, des fois, tu perds 2-3 coiffeurs, puis c'est les derniers coiffeurs que tu embauches qui sont c'est le profit vient des derniers. Oui. Fait qu'au début, c'est juste pour payer tes frais fixes, puis là, c'est les derniers qui rapportent beaucoup. Puis quand tu donnes un coiffeur qui rentre 2-3 000 par semaine, l'argent que tu lui donnes, ben il y en a une partie que tu lui donnes pas, mais le coiffeur, lui, il s'imagine ça va tout dans tes poches. Mais à la limite, un coiffeur qui rentre 3 000, tu lui donnes 1 500, mais le 1 500 qui reste, c'est pour payer le loyer, les produits, tout le truc. Fait que s'il reste 10 % au salon de coiffeur, mais sur le 3 000, il reste 300. Mais le coiffeur, lui, il pense aux 1 500 qu'il n'a pas reçu. Mm-hmm. C'est normal, c'est comme ça partout. Le monde, ils font pas les calculs. Mais c'est un peu ça notre réalité. Mais que pour qu'une entreprise en vienne à être capable d'avoir un plan de retraite, il faut qu'il y ait du profit. Puis c'est rare dans notre industrie, ça. Fait que je pense pas qu'il y a des chaînes de salons ou des salons qui ont des plans de retraite. Ceux qui sont salariés, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont du RRQ de payer. Mais ceux qui sont travailleurs autonomes et qui ne se mettent pas de l'argent de côté, mais à 65 ans, ils n'auront pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu as encore presque juste des employés? Nous, ouais. On a juste des employés. Okay. Nous, on n'a aucune location. Okay. On n'a que des salariés payés à commission, salaire de base plus commission. Puis on n'a jamais eu de location de chaise. Parce que on n'a jamais cru en ça. Parce que si dans le même salon, tu as les deux, ben il me semble que dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Là. Puis l'idée, c'est qu'on a une structure qui fait en sorte que nos coiffeurs, je pense qu'ils s'en sortent vraiment bien. Ouais. Puis on n'a jamais eu à aller dans la location de chaise. On n'a pas embarqué dans ce truc-là. Puis de toute façon, une location de chaise, ben chez nous, ça ne serait pas légal parce que on a une structure. Ben oui. Fait que c'est pas possible. Okay? Mais pour ce qui est de la retraite, mais c'est triste de voir qu'à 65 ans, ben,
le coiffeur, il continue jusqu'à 80. Il est obligé de continuer jusqu'à 80. Je suis allé reprendre un café avec Ménic, justement, le coiffeur des barbiers, pendant la pandémie. Puis il est encore là, puis il travaille encore, tu sais. Puis je veux dire, je connais pas sa situation personnelle, puis c'est un passionné, mais moi, je me dis qu'à 90, j'aimerais peut-être ça jouer au golf si je suis capable, puis tu sais, d'avoir du temps avec mes enfants, ma famille, puis tout ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut rêver à ça? Comme, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y en a du monde. Moi, j'en ai là, du staff qui sont hyper disciplinés, mieux que moi, puis ils se prennent des REER, puis tout ça, puis bravo, là, mais sauf que le coiffeur qui a de la difficulté à arriver, et les REER, c'est pas une priorité, là. Est-ce que ça devrait pas partir, Steph, de, justement, encore, je reviens souvent à l'éducation parce que c'est nos bases. Ouais. Est-ce qu'il devrait pas avoir une partie de la formation qui serait justement sur prévoir un plan? Parce que malheureusement, dans notre industrie, très peu de salons vont vous le proposer, ou 1%. Exact. Donc, voici comment faire pour qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. Au moins, on va donner les outils, tu sais, puis ça va peut-être en sauver quelques-uns. Mais il y a une loi qui dit qui force les employeurs à parler de ça avec leur équipe. Mais on en parle, mais il y a peu de monde, là, parce que justement, tout le monde a de la difficulté à rejoindre les deux bouts. L'argent mis de côté pour la retraite, c'est loin d'être une priorité. Puis quand on est jeune, on dit « Ah, c'est pas grave, plus tard, plus tard, plus tard. » Mais là, le plus tard, il va arriver, puis si tu l'as pas fait, tu vas être dans la misère, tu sais. Mais, sauf que c'est une réalité. Fait que c'est pour ça qu'il faut là, on en parle, peut-être qu'il y en a une couple qui vont dire « Hey, je vais checker mes trucs. Je vais aller voir un planificateur, je vais me mettre de l'argent de côté, puis tout ça. » Puis aussi, le problème, c'est le pourboire. Le pourboire, souvent, il est dépensé. C'est comme si c'est pas de l'argent, ça. Puis c'est dépensé, mais peut-être que de se discipliner, de dire il y a une partie de mon pourboire que justement je vais mettre de côté pour... Oui, puis tu sais, gênez-vous pas, guys, aussi, tous ceux qui écoutent, là, vos employeurs peuvent le mettre de côté pour vous aussi si ça vous brûle des mains, puis que vous le lavez, puis que ça disparaît le soir au dépanneur, là, tu sais. Non, mais tu sais, votre employeur peut vous le ramasser, je veux dire. Oui, puis fiscalement, je pense que c'est le RVAR, là, c'est prévu, là, puis c'est possible, puis il y a des avantages à le faire. C'est juste qu'il faut juste prendre une décision puis dire à partir de maintenant, je vais le faire. Puis l'idée, c'est commencer petit. Puis après, ben peut-être que quand tu vas voir que ça commence à monter, ben c'est un peu comme quand tu commences à faire l'exercice puis bien manger, ben tu as le goût de continuer parce que... Tellement. Ben oui, tu deviens accro, là. Mais je pense que financièrement, c'est un peu la même chose. Quand tu as de l'argent de côté, tu veux tout le temps t'améliorer puis faire grossir ça. Fait que l'idée, c'est de commencer petit, c'est moins décourageant, puis ça n'aura pas d'impact dans votre quotidien parce que c'est pas beaucoup. Puis nous, on a des coiffeurs qui montent par palier, comme je te parlais tantôt, mais à chaque fois qu'ils montent de palier, ils font 10 000 $ de plus par année à peu près. Mais tu as réussi à vivre avant avec un salaire X, 40 000 par année, puis là, tu as monté de niveau, tu tombes à 50 000 par année. 1 000 de plus par mois. Là, ben oui, c'est énorme. Fait que si tu as réussi à vivre sans ça, mais prends-en une partie de ça pour essayer de le mettre de côté. Le meilleur conseil que je peux donner à tous les gens du milieu, ben en fait à tout le monde, puis moi c'est quelque chose que j'ai lu puis qui m'est resté ancré puis que j'applique maintenant à toutes les fois que je reçois de l'argent. La première chose que tu dois faire quand tu reçois ton argent, c'est de te payer toi en premier. Parce que tu vas payer l'hydro, tu vas payer ton locataire, tu vas payer l'épicerie, tu vas payer ton paiement de char, tu vas payer tout le monde à part toi en bout de ligne. Tu vas payer le restaurateur, tu vas payer l'épicerie, tu vas payer tout le monde, tu ne te paieras pas toi. La chose la plus importante à faire, c'est de te payer en premier. Tu reçois ton argent, tu te payes. 100$, c'est à toi. Personne ne va te l'enlever. C'est pas l'épicerie qui va te l'enlever, puis c'est pas Hydro. C'est à toi, ça t'appartient. Fait que, essayons d'avoir cette mentalité-là, surtout dans notre domaine, parce que justement, l'argent nous flambe des mains un petit peu. Puis souvent, on est des artistes, on est créatifs, on est libre, on aime faire le party, on le sait, là, c'est quoi cet univers-là. Puis c'est le fun, puis j'adore. Puis c'est en grande partie pourquoi je suis encore passionné autant. Mais payez-vous en premier. Donnez-vous ce cadeau-là en premier avant que tout le reste disparaisse. T'sais. Oui, des fois, il y a des propriétaires qui m'appellent puis qui sont un peu en détresse ou qui sont découragés, puis ils m'appellent pour avoir de l'aide, puis je leur dis tout le temps, dans ton salon, tu es la personne la plus importante.
Tu sais, souvent, on prend soin de tout le monde, puis tout ça, puis c'est bien, puis on est fait comme ça, toi aussi, mais tu es la personne la plus importante, puis il faut que tu prennes soin de toi-même, parce que le jour que tu tombes découragé, puis que tu n'es plus motivé, mais toute ta gang va payer pour. Fait que c'est important d'avoir une structure qui va faire en sorte que toi, tu vas rester positif, motivé, puis que tu vas sortir gagnant de ça. Sinon, tu vas abandonner. Puis toute ton équipe est perdante. Fait que de prendre du temps pour soi, de se récompenser, bien, ça fait en sorte que tu dis hey, j'ai travaillé fort, mais ça a valu la peine, je me suis récompensé. Puis des fois aussi, il y a du monde dans ton équipe qui te gruge. Bien, même si cette personne-là rentre beaucoup d'argent, est en train de te détruire, puis nous, on en a fait des moves dans le passé pour... C'est dur à faire. C'est dur à faire, mais il faut le faire. T'as raison. Parce que même l'argent, c'est bien, mais c'est du court terme, ça. Si la personne qui rentre beaucoup d'argent... Empoisonne tout le monde. Empoisonne tout... C'est ça. T'es pas gagnant là-dedans, puis il faut pas tomber dans ce piège-là. Puis c'est souvent... qu'est-ce qui arrive, là, tu sais. Fait que là, tu tombes démotivé, puis là, tu prends plus aussi soin de ta propre entreprise, puis ils sont tous perdants là-dedans. Fait que c'est important, ça, de tout le temps avoir ça en tête, puis de s'entourer de d'autres mondes. Regarde, toi, tu es quelqu'un de rassembleur, tu veux aider tout le monde, bien, tu sais, c'est comme ça. Il faut aider. Nous, c'est la rue Fleury, des fois, il y a quelqu'un qui manque de produits, il vient me voir, on lui donne. Ou si je vais le voir, je lui manque. On s'entraide tous. Puis le succès des autres coiffeurs amène notre succès. 100%. Ben oui. Ça amène un respect du métier aussi, beaucoup. Puis, tu sais, justement, qu'on s'élève tout le monde là-dedans ensemble, ça amène encore plus de respect des clients envers le métier, d'où... Ensuite, l'importance d'augmenter les prix puis d'être fier de ce qu'on fait, tu sais. Fait que je pense que c'est tellement, mais tellement vrai. Puis je regarde les coiffeurs qui sont les plus généreux de leur temps, puis c'est souvent ceux qui ont le plus de succès. C'est vrai. Ils donnent, puis aussi, ils font pas toujours les trucs pour l'argent. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je regarde du monde alentour de moi, ils font des shows de coiffeurs puis de la scène, mais ils en ont fait plein de shows gratuitement, tu sais. Parce qu'ils voulaient apprendre, puis ils allaient voir des gens qui avaient une réussite à ce niveau-là. Je peux-tu aller t'aider backstage, puis tout ça? Tu sais, il y en a d'autres qui disent tu peux-tu faire un show de coiffeur, je vais être payé combien? Mais tu n'as même pas fait encore dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas rendu là. Puis ayez pas peur de donner. Tu sais, je veux dire, moi, on a beaucoup, tu sais, avec les barbares au fil des dernières... Je parle des barbares parce que je suis tout le temps là. Exact. T'sais. Mais, tu sais, si je regarde les 9 dernières années, on a toujours été associés à des fondations, que ce soit Grand Frère, Grande Sœur, que ce soit Opération Enfant Soleil, que ce soit Rêve d'enfant. Là, on est avec la Clé des Champs en ce moment, puis on va faire un 24 heures. Fait qu'on va couper des cheveux jusqu'à 2 heures du matin pour ramasser des fonds pour la santé mentale chez les jeunes, tu sais. Puis on le fait parce que c'est viscéral pour nous de le faire, parce que c'est dans nos valeurs, puis ça fait du bien. Mais à chaque fois qu'on l'a fait, il y a des belles choses qui sont arrivées. Ouais. Puis je regarde les autres domaines, pour en nommer plein, mais souvent, ces autres domaines-là vont donner à des fondations, vont s'impliquer, vont ci, vont ça. Je trouve qu'en coiffeur, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement des gens généreux, peut-être parce que les propriétaires sont pas... peut-être qu'ils n'y pensent pas, mais on a tous les outils. Une coupe de cheveux, aller donner une coupe à quelqu'un dans le besoin, ça ne coûte rien. C'est pas comme donner un char, ou, tu comprends? Fait que je vous le dis, guys, donnez, puis ça nous revient. Ah oui, fois 1 milliard, 1 million, puis c'est la plus belle chose. Puis on a tous les outils dans nos mains pour le faire. Puis en terminant, je veux te remercier parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on garde la passion vraiment forte. Moi, quand je te regarde aller, puis quand je te regarde aller avec ta famille, parce que là, depuis 1 an et demi, dans le fond, ma blonde, Héloïse, est en coiffeur aussi. Puis je m'étais toujours dit que jamais. Puis que, genre, je voudrais pas rentrer à la maison, puis parler juste de ça, puis d'être juste là-dedans. Puis finalement, c'est le plus beau cadeau de la vie parce qu'on se comprend. Ben oui. Mais tu sais, de voir un exemple comme toi, justement, puis quelqu'un qui est autant passionné, puis qui amène autant de rigueur, c'est fou à quel point tu as un impact dans tout notre univers qui est
malgré tout ce qu'on a parlé aujourd'hui qui est tellement beau, puis tellement vrai, puis tellement pur, puis on le voit justement à travers des trucs comme on va faire avec la clé des champs, puis le 24 heures de couple, puis on a le plus beau métier. Fait que respectons notre métier, respectons les marques qui travaillent extrêmement fort pour amener des structures alentour de ça, puis soyons fiers de faire partie de ce bel univers-là ensemble, tu sais. Ouais, fait que c'est des choix. Vraiment. Qu'il faut faire. Vraiment. De s'entourer de monde qui veulent nous faire grandir. Tu parles de marque. Est-ce que la marque avec laquelle je travaille, elle me fait grandir? Mes collègues de travail, mes associés, est-ce qu'ils me font grandir? C'est tellement important. Puis on est chanceux, les coiffeurs, on est apprécié des Québécois. Je pense qu'on a eu une note de 88 Ouais, la job la plus, ouais. La job la plus appréciée. Puis on n'a pas à aller chercher des clients, là. Ils viennent à nous. Puis les coiffeurs, c'est du monde heureux. Ils parlent à plein de monde, puis ils font du bien au monde. C'est un méchant beau métier. Moi, j'ai plein d'amis dans d'autres industries, puis ils regardent notre industrie, puis des fois, ils sont comme un peu jaloux de voir le plaisir qu'on a, puis la fierté, puis tout ça. Fait que on est chanceux, on fait un beau métier, mais des fois, juste des petits ajustements, ça fait du bien, puis... On va pouvoir continuer ça pendant ton podcast. C'est sûr. C'est vrai, on va continuer la discussion à ton podcast. J'espère qu'on n'a pas fait le tour de... Ben, de toute façon, même tout ce qu'on a parlé là, on pourrait en reparler d'un million de façons puis apporter des points. Puis je sens qu'on pourrait passer des heures à le faire. Je veux t'en remercier. De toute façon, dans mon podcast, on va parler de toi. Parce que toi aussi, t'en fais beaucoup. Puis toi aussi, t'en mérites des félicitations. Ben, merci, c'est gentil. Fait que ça va me faire plaisir. J'ai hâte, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de continuer. Puis encore une fois, j'ai vraiment le feeling qu'on va avoir aidé beaucoup de monde avec ce podcast-là. Du moins, je l'espère. Merci pour ton temps. Merci à toi. Plaisir.